Bonjour à tous, bienvenue dans Ça fait l'actualité, votre émission qui s'apaisantit sur le factuel en termes d'actualité politique, sociale ou encore dans d'autres domaines. Cet après-midi, nous allons parcourir une actualité brûlante, celle qui fait référence à la confirmation des résultats de l'élection du 25 octobre 2025, l'élection présidentielle bien sûr, qui confirme le président Alassane Ouattara à la magistrature suprême pour les 5 prochaines années, une décision qui ouvre une nouvelle séquence politique pleine d'enjeux. Alors, quels défis attendent le chef de l'État pour ce nouveau mandat? Quelles perspectives économiques, sociales et démocratiques pour la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années? On en parle dans cette émission. Et justement, pour entrer de plein pied dans cette émission, nous allons vous permettre de suivre cet élément de Siaka Kone qui plantera le décor et on se retrouve juste après. Monsieur Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire vient de tourner la page de son histoire politique avec la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle d'octobre 2025 par le Conseil constitutionnel. Après plusieurs jours d'attente, le verdict est désormais connu. Le président Alassane Ouattara est officiellement réélu, confirmant les tendances annoncées par la CEI. Mais au-delà de cette validation institutionnelle, une question demeure. Quelle perspective s'ouvre maintenant pour le pays? La proclamation définitive marque la fin du contentieux électoral et ouvre la voie à la stabilité institutionnelle. Le Conseil constitutionnel, garant de la légitimité du scrutin, a tranché. Les recours sont clos. La légitimité du président élu est désormais reconnue au plan juridique. Au plan politique, cette étape conforte le pouvoir en place, mais révèle aussi les défis qui attendent le nouveau mandat. Réconcilier une société encore marquée par des divisions politiques persistantes, relancer l'économie dans un contexte de pression sociale et de besoins d'emploi pour la jeunesse, et surtout rétablir la confiance démocratique érodée par le sentiment d'exclusion de certains acteurs politiques. L'après-élection doit donc être une période d'apaisement et de dialogue, car la stabilité du pays repose sur la capacité de tous les acteurs à se rassembler autour de l'essentiel, l'intérêt national. En définitive, la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel ne clôt pas seulement un processus électoral, elle ouvre un nouveau chapitre de gouvernance et de responsabilité. L'enjeu désormais pour le président réélu et pour l'ensemble de la classe politique est de traduire cette victoire en opportunités réelles pour les Ivoiriens. Paix, justice et développement partagé. La Côte d'Ivoire a validé son choix dans les urnes. Il lui reste maintenant à transformer cette légitimité électorale en légitimité d'action. C'est fait, la Côte d'Ivoire a depuis 13h10 son président confirmé. Il s'agit du président Alassane Ouattara qui remplit pour les 5 prochaines années. Nous allons discuter des perspectives de ce mandat, du mandat 2025-2030 bien sûr. Et pour ce faire, je reçois sur ce plateau Dr Diakalidia Kone. Vous êtes maître de conférence à l'université Alassane Ouattara. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci Ahmed, merci de m'inviter. Avec vous, nous allons parler de ce nouveau mandat, auquel va s'adonner le président Alassane Ouattara. On l'a vu dans la campagne, il a parlé de différents sujets, mais on a pu retenir le slogan « Pour une grande nation ». Qu'est-ce que cela laisse entrevoir pour les 5 prochaines années? Bien, merci Ahmed. Comme l'a dit le président lui-même, lorsqu'il a annoncé officiellement sa candidature, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, on a vu un peu la dynamique dans laquelle le pays a progressé. Quand on sait qu'en 2011, le pays était dans une situation très dégradante par rapport à la gouvernance précédente, aujourd'hui, avec tous les acquis que le président a mis en place sur le plan économique, sur le plan éducatif, sur le plan des infrastructures, sur le plan même de la gouvernance, on voit bien que les fondamentaux, la base du pays est assez solide pour qu'on envisage les choses, l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Et justement, c'est dans le cadre de cette sérénité-là que le président compte davantage renforcer les acquis, consolider les progrès économiques et sociaux qui ont été déjà bien amorcés depuis qu'il est à la tête du pays. Et c'est dans cette dynamique-là que le président compte s'engager, je vais dire. Vous évoquez la sérénité. On a vu un scrutin présidentiel à l'issue duquel les candidats malheureux ont pu tout de suite féliciter le candidat, le vainqueur, même si c'était, on va dire, provisoire, jusqu'à la confirmation aujourd'hui. Est-ce que cela dénote de ce qui va suivre, c'est-à-dire l'atmosphère ou le climat dans lequel le président Alassane Ouattara va exercer pour ces 5 prochaines années? Oui, parce que justement, il y a la grande majorité, j'allais dire la majorité écrasante des Ivoiriens, se sont exprimés en faveur de la continuité.
se sont exprimés en faveur de la gouvernance du président Alassane Ouattara qui, à tout point de vue, on l'a dit, la perfection n'est peut-être pas de ce monde, mais à tout point de vue, le président a montré qu'il est assis, qu'il a les rênes pour gouverner le pays, qu'il en a l'expérience, qu'il a le potentiel qu'il faut, qu'il a les hommes qu'il faut. De ce point de vue-là, il est évident que les Ivoiriens vont suivre ses pas. Bien entendu, tout n'est pas parfait. Il y a forcément des choses qui n'ont pas marché. Le président en est conscient et c'est dans cette dynamique-là qu'il a dit qu'il allait renforcer les acquis, consolider davantage le progrès en termes de gouvernance sociale, améliorer davantage le quotidien des Ivoiriens et tout chercher à avoir un mieux-être en termes de développement humain pour que l'homme ivoirien se sente davantage heureux. Parce que, comme on l'a dit, il a fait du bon travail et il doit continuer. Pendant la campagne, il y a des mots qui sont revenus très souvent. On a parlé de paix, on a parlé également de sécurité. D'aucuns disent que le bilan du président Alassane Ouattara est très élogieux. À ce stade-là, qu'est-ce qu'il reste encore à faire, selon vous? Je l'ai dit tout à l'heure, on ne pense jamais avoir fait assez, en fait. Parce qu'il y a forcément, sur la base des critiques qui ont été formulées ça et là par l'opposition, par une certaine opposition, il faut reconnaître qu'il y a quelques aspects encore, notamment on a parlé de la consolidation de la paix, parce que certains estiment que jusque-là, ils sont encore laissés pour compte. Le président a pris note, il compte davantage aussi atteler pour que la gouvernance soit beaucoup plus exclusive. Il a dit dans son programme, une Côte d'Ivoire forte, une nation forte, un pays fort. De ce point de vue-là, je pense que le président a une haute vue, j'allais dire une haute idée de ce qu'il entend faire, c'est-à-dire améliorer davantage pour qu'en allant, si les Ivoiriens décident qu'ils partent, parce que c'est les Ivoiriens, ne l'oublions pas assez, c'est les Ivoiriens qui, dans leur grande majorité, ont estimé qu'il a fait du bon travail et donc il devait continuer à davantage remplir pour qu'on soit plus en sécurité. Parce que n'oublions pas, il y a le défi de la sécurité qui plane dans l'espace sous-régional avec notamment le terrorisme qui est pratiquement à nos portes. Il faut donc un homme d'expérience pour davantage contrer tous ces potentiels fléaux qui risquent de saper un peu tout ce que le président a pu faire. Au-delà de la sécurité, au-delà de la paix qu'il faut à tout prix garder jusqu'à la limite de nos frontières, et pourquoi pas la promouvoir jusqu'au-delà de nos frontières, il y a également 5 autres axes que le président a développé dans son programme de campagne, parmi lesquels on retrouve la promotion des champions nationaux. On a également les infrastructures qui figurent en bonne place avec un programme très condensé. À ce niveau-là, on sait qu'au niveau de l'éducation, il y a des centaines d'écoles qui ont été construites. La Côte d'Ivoire est électrifiée à plus de 90%. Quels sont les défis auxquels, à ces niveaux-là, le président et son équipe gouvernementale feront face? Oui, les défis, il y a certains chantiers, on le sait, nous sommes tous à Abidjan, en Côte d'Ivoire ici, il y a certains chantiers qui ne sont pas totalement achevés. Je veux parler notamment du chantier de la grande voie de contournement d'Abidjan, la Y4, qui n'est pas totalement achevée. Il faut permettre au président et à son équipe dynamique avec à leur tête le ministre des Infrastructures, le ministre Amédée. Il faut leur permettre d'achever ce travail. Il faut également permettre au président de la République de terminer la tour F qui, de partout où nous sommes à Abidjan, quand on voit cette tour, on est fiers parce qu'on se dit que c'est justement ça, l'un des symboles du grand Abidjan, de la grande Côte d'Ivoire dont le président parle. Il faut également consolider le projet de métro qui a commencé depuis quelques années. Ce n'est pas totalement achevé. Et je crois qu'après la première voie, il y a une autre voie qui, de mon point de vue, doit partir d'Agnement du côté de Yopougon, parce que celle qui est en cours va jusqu'au niveau de Port-Boué. Donc ce sont des chantiers qui sont encore en cours d'achèvement, mais qui ne sont pas encore achevés. Le président tient à les achever, parce que c'est important et ça va davantage améliorer le quotidien de l'homme ivoirien, pour qu'on se sente davantage fier d'être ivoirien chez nous. Le chantier également, il est au niveau des jeunes. Le président bien signifié avant cette réélection que ce sera le mandat de l'alternance. Il a également parlé de promotion de la jeunesse. On sait que pendant le précédent mandat, le bilan laissait transparaître plus d'1 million d'emplois qui ont été créés. Quelle sera la place des jeunes cette fois-ci dans ces 50 gouvernances? Les jeunes doivent continuer justement à avoir une grande place parce que ne l'oublions pas, aujourd'hui, il y a plus de 75% de la population ivoirienne qui a moins de 35 ans, ce qui est énorme. Donc, il faut vraiment donner à la jeunesse cette place-là qu'elle doit avoir parce que justement, c'est elle qui constitue l'avenir de demain. Et le président l'a dit, et je pense que certainement que ça a évolué, il a dit qu'autour de lui, avec tout ce qu'il a pu enseigner à ses disciples, il y a une demi-douzaine de cadres jeunes qui peuvent valablement assurer la relève.
Donc je pense que ces jeunes-là, justement, ils continuent d'apprendre. Ils auront encore 5 ans d'apprentissage pour pouvoir mettre demain leurs services et leurs compétences au service d'autres jeunes qui, ne l'oublions pas, sont en train de se signaler ça et là. Parce que pas plus tard que la dernière fois, on a vu, dans le cadre du lancement de la campagne législative à venir, de très nombreux jeunes qui aspirent désormais à des postes électifs. Ça veut dire que les jeunes sont devenus de plus en plus ambitieux. Il faut en tenir compte. Est-ce que cela ouvre la voie, par exemple, à un certain pourcentage de jeunes dans le futur gouvernement, de moins de 35 ans, bien sûr, puisqu'il y a 75% dans la Si on en fait pour les femmes on parle de 30%, pourquoi pas pour la jeunesse aujourd'hui? Parce que quand on voit le poids écrasant de cette jeunesse-là, quand on voit la densité de cette jeunesse aujourd'hui dans le corps social ivoirien, je pense que c'est un élément important qu'il faut prendre en compte. D'accord. La jeunesse aux commandes, c'est ce qu'on espère voir dans le prochain mandat qui débute dès aujourd'hui, on va le dire, ou à la date de l'investiture avec la jeunesse. Quels sont les chantiers, selon vous, auxquels le président devrait s'attaquer dès sa prise de fonction? Dès sa prise de fonction, je pense que le premier chantier, justement, c'est davantage d'avoir j'allais dire, ressouder davantage le tissu social. Ça, c'est un premier chantier. C'est vrai, il a fait beaucoup, il continue d'en faire beaucoup, mais il faut toujours continuer à travailler dans le sens, parce qu'on a vu ces dernières élections, certains qui ne voulaient pas de cette élection, malheureusement, parce qu'il faut le dire, la meilleure forme d'expression de la démocratie, c'est par les urnes. Il faut donc continuer à enseigner, à faire de la pédagogie, à dire à l'homme que la démocratie, elle doit être participative, elle doit intéresser tout le monde, parce que nulle part dans un pays, la violence n'a servi à quelque chose. Donc le premier chantier, ça pourrait être davantage de consolidation de la paix, ensuite renforcer la gouvernance en mettant en place des institutions assez fortes. Il le fait déjà, mais il faut davantage accroître cette gouvernance, la renforcer davantage. Ensuite, il faut promouvoir davantage la croissance pour qu'elle soit inclusive et lutter, on l'a dit, contre la pauvreté. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Je pense que le président va s'y atteler. Justement, vous parliez de croissance. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire reste l'une des locomotives de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, certains pensent que la croissance ne profite pas à tous. Est-ce que vous pensez que pendant ces prochaines 5 années, le président de la République pourra, avec son équipe, concilier croissance macroéconomique et justice sociale? Justement, il en parle tous les jours, parce que justement, on l'a dit, certains disent non, mais on ne mange pas la route. Non, pas du tout. Parce que quand les infrastructures sont bien faites, quand on prend le prix des matières premières, pour une fois, c'est un chiffre record depuis 1960, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à 2800 francs le kilo de cacao, ce qui n'a jamais été fait par le passé. Tout ça, ça vous permet aux paysans ivoiriens, ça vous permet à l'homme ivoirien de vivre davantage heureux, et je pense que le président va s'y atteler comme il le fait d'habitude. Alors, ce mandat-là serait-il celui des retombées de cette croissance-là sur les populations? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que le président est conscient que lorsque la croissance est bonne, lorsque le pays est fort, comme on le dit si bien avec la série des grands, le grand pays, grande nation, grand peuple, grande nation, pardon, lorsque cela est fait, il faut bien que ça participe à l'homme ivoirien dans son individualité. Et c'est à cela que le président va s'y atteler. Quelle serait, selon vous, la relation du parti au pouvoir avec l'opposition qui ne cesse de se plaindre depuis l'avant-élection jusqu'à présent et qui a encore des revendications telles que celle de la révision de la liste électorale et bien d'autres à l'égard de certains de leurs leaders tels que Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, qui n'ont pas pu compétir pendant cette élection présidentielle? Comme le président l'a toujours dit et comme le parti au pouvoir l'a toujours fait, le parti au pouvoir a toujours continué à tendre la main. Bien sûr, sans se substituer aux institutions de la République qui doivent, faire leur travail. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, je pense que le président, en tant que le garant de la nation, en tant que le père de l'unité nationale, va toujours continuer à tendre la main aux autres de pouvoir saisir cette main tendue, parce que cette Côte d'Ivoire-là, nul n'a intérêt à ce qu'elle brûle. Donc, c'est à cela que le président va s'atteler. Il est envisageable des amnisties pour certaines figures politiques, des caciques qui n'ont pas pu participer à cette élection. Est-ce que cela est envisageable? Bien, ils ont longtemps espéré, bien sûr. Oui, ils l'ont espéré, mais comme j'ai dit, les cloisons sont étanches, les pouvoirs sont partagés, mais comme c'est le président, on l'a dit, c'est la figure tutélaire du pays, c'est lui seul qui
à un moment donné, s'il estime que ses opposants ont été assez, on va dire comme ça, ont été assez sages, s'il estime que le pays est davantage bien assis sur les fondamentaux, je pense que le président il peut utiliser ce pouvoir discrétionnaire. Pourquoi pas, si tant est-il vrai que cela va participer de l'unité nationale auquel nous aspirons tous. La classe dirigeante, le renouvellement de la classe dirigeante, le président de la République également en a parlé. Pendant un moment, on parlait des jeunes qui constituent 75% de la population actuelle de la Côte d'Ivoire. Dans ce renouvellement de classe dirigeante, quelle est la place de ces jeunes-là? Surtout que le président, lui, disait qu'il y a une demi-douzaine de cadres déjà. Peut-être que ça évolue, justement. C'est plus d'une demi-douzaine maintenant, certainement. Une demi-douzaine. Il y a 5 ans, en tout cas, pour déterminer qu'il y aurait soit une demi-douzaine ou plus d'une demi-douzaine en fonction de cette gouvernance-là. Mais comment vous entrevoyez cela, le renouvellement de la classe dirigeante? Oui, bon, on va dire que ça s'impose. Parce qu'à un moment donné, forcément, en tant qu'être humain, on est épuisé, on aspire à autre chose, on aspire au repos. Donc, il faut permettre à la jeunesse, elle aussi, d'assumer sa part, de jouer son rôle, d'assurer la relève. Et je pense qu'autour du président de la République, il y a quand même une panoplie de jeunes qui ont assez appris, qui sont en train de continuer à apprendre. Ceux-là, de demain, ils pourront être de bons disciples. Parce que, justement, la Côte d'Ivoire aura été assise sur des fondamentaux de ce point de vue. Donc, le président aura la latitude d'aller peut-être tranquillement se reposer enfin, parce qu'on n'a pas voulu qu'il se repose en 2025. Il faut qu'il continue. Donc, je pense qu'une fois qu'il a la certitude que ces jeunes-là peuvent assurer la relève, je pense que, tel qu'on le connaît, il ne va pas hésiter à leur passer le flambeau. Le slogan pour une grande nation, est-ce à dire que la Côte d'Ivoire n'est pas encore une nation à part entière, ou on parle là de consolidation? On veut davantage consolider, parce que le Premier ministre Beugre Mambi l'a dit, il faut davantage consolider les progrès économiques et sociaux, il faut davantage renforcer les acquis qui ont été glanés depuis que le président Alassane Ouattara est à la tête de ce pays. On est en train d'arriver aux élections législatives. Dans quelques semaines. Le dépôt des candidatures a été entamé. Quel est l'horizon, selon vous, pour la classe dirigeante qui va gouverner pendant ces 5 ans et puis l'opposition? Pensez-vous que l'opposition tentera de se rattraper pendant ces élections-là et puis avoir le maximum de sièges à l'Assemblée nationale, ou on aura droit au même scénario tel que pendant la présidentielle? Je ne pense pas, parce que quand on voit déjà un peu ce qui se passe sur la scène politique, déjà on sait qu'un parti important comme le PDCI a déjà donné, j'allais dire, son accord avec l'appel qui a été lancé par le président Thiam pour que ce parti-là participe aux élections législatives. Et il me semble qu'au niveau du PPACI, ils sont en train de se concerter eux aussi pour participer aux élections législatives à venir. Parce que justement, les 5 candidats qui étaient en liste ont tous reconnu que les élections se sont bien passées. La preuve, c'est que les 4 perdants parmi les 5 ont reconnu leur défaite. Donc, il n'y a pas de raison que ces partis-là se mettent en marge du jeu démocratique. Parce que si ils ne le font pas, ils seront obligés d'attendre jusqu'en 2030. Et ce serait dommage, parce qu'en politique, ce n'est pas bon d'avoir le vide. Ce n'est pas bon d'être absent de la scène politique. Ça tue généralement les partis. Une telle fracture dans l'opposition. Aujourd'hui, on a le Front commun qui est composé du PPACI et puis également du PDCI-RDA, dont vous évoquiez la note tout à l'heure du président Tidiane Thiam qui incite les partisans à partir pour les élections législatives. Une telle fracture entre ces partis politiques, est-ce que cela pourrait permettre d'envisager un avenir politique beaucoup plus réluisant, tel qu'ils le font par demande et par revendication? Ces partis de l'opposition, là? Oui. Ouais, ben je pense que dans le jeu des alliances et le jeu des stratégies, peut-être qu'ils ne sait-on jamais, peut-être qu'à la longue, ces partis vont comprendre la nécessité, pourquoi pas, peut-être de faire fusion, je ne sais pas, c'est des choses à envisager. Mais dans tous les cas, ça laisse la porte ouverte au RHDP de continuer tranquillement à gouverner comme ce parti l'a si bien fait déjà le pays jusqu'à l'horizon 2030. Vous êtes d'accord quand l'opposition demande qu'il y ait un dialogue, pendant que le parti au pouvoir dit qu'il y a eu un long moment pour le dialogue et que les conséquences de ce dialogue-là ont dit qu'il fallait laisser les institutions fonctionner correctement, puisque la Côte d'Ivoire était à même d'assumer de par ses institutions les différents cas qui se poseraient. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce cas de figure, ou bien il faudrait quand même redialoguer?
Le dialogue n'a jamais été, on l'avait dit tout à l'heure, le dialogue n'a jamais été interrompu. Sauf qu'à un moment donné, on l'a dit, il faut permettre aux institutions de faire leur travail. Mais je l'ai dit également, le président de la République, dans son souci constant d'apaiser davantage le climat social, peut, à un moment donné, si le juge nécessaire, encore rappeler ces différents partis politiques, parce qu'on ne l'oublions jamais. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous appartenons au même pays. Donc la table de négociation, pourquoi pas à tout moment, cette table-là peut toujours être un élément important pour davantage restaurer la cohésion sociale et permettre à l'homme ivoirien de vivre davantage heureux et en paix dans son pays. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, des décisions, quand elles n'ont pas pu être résolues par les institutions, ont été, par le fait de décisions politiques, ne devrait-on pas se servir de cette action-là pour satisfaire certaines demandes de l'opposition? Lorsque le président jugera opportun, ou bien lorsqu'il jugera à un moment précis que ces décisions-là sont opportunes pour davantage renforcer la cohésion sociale et la paix, je pense que, en son intime conviction, de par le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, certainement qu'il prendra encore davantage ces décisions, j'allais dire, pour davantage restaurer la confiance, permettre à l'homme ivoirien, je l'ai dit, de vivre davantage en frères et sœurs dans ce pays qui nous appartient à tous. Mais pour l'instant, je pense que les institutions fonctionnent tranquillement. Donc il faut que chacun fasse son travail, de mon point de vue. Une élection législative avec pour issue un fair play comme celui de la présidentielle, est-ce que c'est envisageable? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Protagoras l'a dit, l'homme est la mesure de toutes choses. Lorsqu'on le veut, on le pourra. Parce que nul n'a intérêt à ce que le pays s'embrase. Nul n'a intérêt à ce que le travail qui a été fait depuis 2011 soit davantage... On ne souhaite pas... Tout le monde a intérêt à ce que on consolide les acquis, on préserve ce qui a été déjà fait pour qu'on on envisage l'avenir avec plus de sérénité. Donc je pense que tout le monde a intérêt à ce que les élections législatives se passent très bien et qu'on n'entende pas encore ces différents actes de vandalisme et de violence qui ont émaillé ça et là les élections présidentielles, ce qui est dommage d'ailleurs. Il faut aller sereinement, permettre aux Ivoiriens d'aller sereinement aux élections législatives pour doter notre Assemblée nationale de députés qui pourront permettre au président de la République de prendre les décisions et les faire passer à l'Assemblée nationale. Les femmes sur les listes électorales pour les différentes élections sont à 30% selon les règles aujourd'hui. Mais on a du mal à atteindre ce niveau-là depuis que cela a été annoncé. Est-ce que vous pensez que cette année, les partis politiques se feront fort de permettre aux femmes d'atteindre réellement les 30% sur les listes pour les élections à venir? Je pense que c'est au niveau des femmes elles-mêmes de s'organiser davantage. Parce que quand elles sont mieux organisées, quand elles se font plus entendre en termes de compétences, en termes de présence effective sur l'échiquier politique, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas prises en compte. Donc je pense que c'est à elles-mêmes d'abord de mener la lutte pour que, in fine, à la fin, les décideurs puissent les prendre en compte. On est à 30% aujourd'hui. Pourquoi pas demain passer à 40, voire à 50%? On ne sait jamais. Mais d'abord, le premier rôle appartient aux femmes elles-mêmes. Il faut qu'elles se fassent davantage voir. Elles peuvent créer leur parti politique comme les hommes le font, pour pouvoir être beaucoup plus présentes sur la scène politique, afin que ça puisse servir demain elles-mêmes à leurs ambitions. Tel que Henriette Lagou et Henriette Lagou, on a vu Henriette Lagou, on a vu Simone Gbagbo. Il y avait d'autres femmes, malheureusement, dont les candidatures n'ont pas été acceptées. Mais donc, ça veut dire que les femmes, quand elles le veulent, elles peuvent. Donc, c'est à elles de davantage se montrer sur la scène politique pour qu'elles puissent se faire davantage entendre, je vais dire. Le premier gouvernement Alassane Ouattara pour ce mandat, est-ce que vous voyez à la tête du gouvernement, ou même, pourquoi pas, à la vice-présidence, une femme? Pourquoi pas? C'est possible, parce que justement, le président, certainement, dans sa volonté de montrer l'exemple de la femme type qui peut, j'allais dire, impulser la gouvernance comme les hommes le font. Pourquoi pas, je l'ai dit. S'il estime qu'il y a des femmes de son entourage qui peuvent faire le travail, c'est lui seul qui décide, mais c'est pas écarté, c'est possible. Puisque déjà, en Côte d'Ivoire, on a des femmes qui sont présidentes d'institutions. On a la ministre Kandia Camara, on a la mémé Henriette Diabaté, qui est présidente honoraire aujourd'hui de la grande chancellerie. Donc les femmes, quand elles ont la compétence requise, elles peuvent faire le travail. Sans oublier la Cour constitutionnelle également. La Cour constitutionnelle avec Mme Camara qui vient de proclamer les résultats ce soir. Absolument. Donc on voit les femmes en très bonne place dans le gouvernement Alassane Ouattara ou les gouvernements à venir. Les jeunes également. Les jeunes, oui. Merci infiniment, Dr Diak Alidia Koné, d'être venu
partager avec nous ce plateau pour parler de cette décision qui a été annoncée à 13h10 sur les antennes de RTI 1. La confirmation de l'élection du président Alassane Ouattara. On espère vous retrouver très vite sur d'autres plateaux. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Ça fait l'actualité. On vous retrouve très prochainement avec une autre actualité brûlante. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.